Eh bien, bonjour, bonjour à tous. Delphine, hein, Claude. on est ravis toutes les deux de vous parler en duo d'essais cliniques et on espère qu'on va répondre à quelques-unes de vos interrogations. Voilà. Delphine, je te laisse la parole. Merci pour l'invitation en tout cas. Merci Claude d'avoir mis une photo qui me rajeunit, c'est sympa de le dire. Toujours en bas, non c'est en bas. En bas. Voilà. Donc je suis oncologue à l'Institut Curie, biberonnée à la recherche clinique dès mon arrivée après l'internat, et donc j'ai une double casquette, recherche clinique et cancer du sein. Qu'est-ce qu'un essai clinique? Donc, un essai clinique, l'objectif, ça porte sur un produit de santé, ça peut être un médicament, un dispositif, une technique chirurgicale, de la radiothérapie, et c'est d'évaluer ce produit de santé pour la sécurité d'abord des patients et l'efficacité. D'une façon générale en médecine, les essais cliniques ont lieu soit sur des volontaires sains, et la particularité de l'oncologie, la cancérologie, c'est qu'on s'adresse principalement à des patientes dès le début des tests par rapport à une nouvelle molécule. On ne peut pas se permettre de faire des tests chez des volontaires sains vu les toxicités engendrées. Et l'intérêt aussi pour vous, c'est que finalement, comme on va tester très tôt les médicaments, il y a des patientes qui vont bénéficier très tôt d'un médicament, mais dans sa première étape d'évaluation en sécurité. Donc il y a différentes phases. Les phases 1, c'est principalement d'évaluer la tolérance du traitement, les effets secondaires, et on fait des escalades de dose, c'est-à-dire qu'on va augmenter au fur et à mesure la dose pour voir la dose maximale tolérable. Une deuxième partie, c'est finalement de trouver la bonne dose et parfois d'avoir déjà des débuts de signaux d'efficacité, parce que c'est important de voir si la molécule qu'on est en train de développer va être efficace le plus tôt possible. Et enfin, la phase 3, qui est la dernière étape d'évaluation d'un nouveau médicament qui va confirmer son efficacité, en général par rapport au traitement standard, pas forcément un placebo, et heureusement. Et une fois qu'on a validé, on va pouvoir déposer un dossier pour faire accepter ce nouveau médicament. Et entre les résultats d'une phase 3 et l'acceptation, l'AMM et le prix du médicament, il peut se passer plusieurs années. Et maintenant, vous le savez, on a la possibilité d'avoir ce qu'on appelle les accès précoces pour avoir accès aux médicaments entre la phase 3 et le remboursement de la molécule. Et ça, vous savez ô combien les associations nous ont aidés, notamment pour Trodelvy. Donc ça, c'est juste un résumé des phases. Les différents types d'essais, donc je vous ai expliqué, ça peut être des essais médicamenteux où on teste une nouvelle molécule. Ça peut être de l'oral, de l'intraveineux. On peut aussi tester des nouvelles modalités de radiothérapie, des nouvelles modalités de chirurgie. Et puis on peut parler d'essais non médicamenteux. Et ça, Paul Cotu vous en a parlé. On peut s'intéresser à des biomarqueurs. Alors les patients, parfois, ils ne comprennent pas forcément pourquoi on leur demande de donner du sang, de faire une biopsie supplémentaire. Le but, c'est qu'on ait des tissus et des données complémentaires pour augmenter nos connaissances et pas forcément avoir un bénéfice direct pour le patient qui participe. En gros, moi j'explique à mes patientes qu'elles sont une chaîne de patientes. En fait, si elles ont telle molécule en soins courants, c'est qu'un jour il y a des patientes qui ont accepté de tester cette molécule dans un essai, ou si dans quelques années on utilise l'ADN circulant comme biomarqueur d'intérêt, c'est parce que des patientes nous ont donné en cours de traitement du sang, ont accepté de participer à des essais. Notamment, on utilise les biomarqueurs pour essayer de comprendre la sensibilité ou la résistance au traitement. Parce que si on arrive par des biomarqueurs simples, des prises de sang ou des nouveaux PET scanners, de dire pour telle patiente, il faut plutôt donner la molécule A, parce que la B, elle ne va pas marcher, et pour telle autre patiente, ce sera plutôt la B et pas la A, ça permettrait d'éviter de proposer des traitements inefficaces où on attend finalement le premier bilan d'imagerie au bout de 3 mois pour dire non, ça ne marche pas. Il y a des stratégies thérapeutiques, ça également Paul vous en a parlé. Est-ce qu'on peut utiliser l'ADN circulant pour avoir justement une information plus précoce que la première imagerie pour savoir si le traitement fonctionne ou pas? On peut utiliser des imageries innovantes. Là, on est en train de développer des essais avec des TEP-FES, c'est-à-dire des PET scanners qui arrivent à montrer si la métastase va être plutôt sensible aux hormonothérapies ou pas, et donc pouvoir dire quel type de traitement il va falloir donner. Et puis, il y a des essais cliniques qui n'ont pas le but d'évaluer un médicament, une technique finalement, mais une intervention qui peut être l'activité physique. On sait qu'il y a eu des essais qui ont montré que faire une activité physique, notamment pour les cancers du sein localisés, évitait
un certain nombre de rechutes. On peut évaluer la télésurveillance, les soins de support, etc. Donc c'est des essais cliniques finalement qui ont un large champ. Quand l'envisager? Quand est-ce qu'on va penser à un essai clinique? Donc ça peut être dès le diagnostic de la maladie métastatique. Il y a des essais cliniques qu'on dit de première ligne et les patients peuvent rentrer directement, entre guillemets, dans la maladie métastatique et également dans un essai clinique. Ça peut être après résistance, j'aime pas le mot échec, mais un traitement qui ne fonctionne plus, après une ligne de traitement, 2 lignes, etc. Et puis, dans un autre cas, ça peut être ce qu'on appelle l'impasse thérapeutique, mais j'aime pas forcément ce mot-là. Mais finalement, on n'a pas plus tellement d'options thérapeutiques standards. Et l'essai clinique, c'est la possibilité d'essayer de nouvelles molécules. Les particularités des cancers du sein métastatique dans les essais cliniques. Donc, on parle de maladies métastatiques parfois chroniques, avec des patientes, on en a évoqué, des patientes qui sont sous traitement depuis des années avec une maladie globalement stable. Et avoir été dans un essai clinique pour une maladie globalement stable qui n'évolue pas, il y a une certaine lassitude. Les patients ne comprennent pas forcément pourquoi elles vont venir toutes les 3 semaines à l'hôpital alors qu'elles vont bien, alors que la voisine qui va bien, elle vient tous les 3 mois. Ça peut lier des contraintes sur le long terme. D'un autre côté, ça permet aussi un suivi très rapproché. Donc il y a des patientes, quand on va leur proposer un essai clinique, on va leur dire la toxicité, parfois, c'est une toxicité liée au déplacement, une toxicité aux contraintes, je leur explique. Soit vous adhérez, parce que c'est important pour l'essai clinique, soit, si ça vous paraît trop compliqué, il ne faut pas forcément participer. Mais il ne faut pas penser uniquement à la toxicité médicamenteuse, aux effets secondaires. Je pense qu'il faut penser aussi à est-ce que ça va être adapté avec la vie que vous souhaitez. Il faut en discuter avec les médecins. Et puis souvent, les patientes ont cette remarque, c'est très classique, on leur propose un essai clinique et elles me disent « Non, mais là, votre molécule B, j'en veux pas tout de suite dans l'essai clinique, je vais essayer le traitement standard, puis s'il ne me plaît pas, je vais revenir à votre molécule dans un mois. » Mais en fait, c'est pas possible. Quand vous commencez un nouveau traitement, il faut rentrer tout de suite dans l'essai clinique. Et si on loupe le coche, entre guillemets, il n'y a pas possibilité de revenir en arrière. Et ça, c'est pas toujours facile à comprendre pour vous, mais c'est la méthodologie clinique, enfin des essais qui nous l'imposent. Pareil, pour les rendez-vous, parfois vous nous dites, mais moi j'ai pas besoin de venir toutes les 3 semaines. Mais c'est, entre guillemets, une obligation pour nous de vous faire venir toutes les 3 semaines. On s'est engagé en vous proposant cet essai clinique, vous allez suivre. Alors après, il y a des modalités. Moi, j'essaie d'être la plus flexible possible. On a souvent des décalages de cure qu'on peut faire de quelques jours pour essayer d'organiser notamment des vacances pour les patientes. Ça, c'est important. Il faut oser le demander. De dire, en fait, venir toutes les 3 semaines, c'est sympa, mais quand j'ai envie de partir en vacances, ça me coince un peu. Est-ce qu'il n'y a pas des petites modalités qu'on peut faire? Ça se discute au cas par cas, suivant la situation médicale, et c'est l'oncologue qui pourra adapter les choses. Mais c'est pas toujours simple. Est-ce que participer à un essai clinique, finalement, est-ce que c'est une perte de chance ou un gain de chance? Donc j'ai essayé de répondre à ces questions. Donc, pour beaucoup, l'essai clinique, ça a un intérêt uniquement quand il n'y a plus d'autres options. C'est la solution de la dernière chance, entre guillemets. Mais c'est de moins en moins le cas. Pour évaluer une nouvelle molécule, plus on va la proposer tôt dans la maladie, dans une situation où la tumeur est la moins résistante possible, plus on aura la chance de prouver son efficacité. Donc souvent, il faut se poser la question des essais cliniques assez tôt dans la maladie et pas forcément dire « je verrai ça pour plus tard ». Il y a des patientes qui nous disent très régulièrement « mais attendez, là il y a 2 bras, c'est-à-dire qu'il y a un tirage au sort, soit j'ai la nouvelle molécule, la A, soit j'ai le traitement standard. C'est pas juste, moi je veux la A. Pourquoi vous ne me donnez pas la A? » Les essais cliniques, ils sont designés comme ça pour que statistiquement, on arrive à avoir des résultats fiables et justement pouvoir aller voir les autorités de régulation, les gens qui vont donner le OK pour la commercialisation d'un nouveau médicament. Et si l'essai n'est pas bien construit, on n'aura jamais l'acceptation de commercialiser le médicament. Enfin, nous ou l'industrie pharmaceutique. Et puis parfois, la molécule A qui semble la plus innovante, ce n'est pas forcément celle-là qui va être la plus efficace. Il y a des essais cliniques qu'on dit négatifs, soit ils sont négatifs parce que les deux bras donnent les mêmes résultats. Puis parfois, le traitement qu'on a testé, on pensait que c'était le plus efficace, puis ça ne va pas être le plus efficace. Donc parfois, on ne peut pas savoir à l'avance qu'est-ce qui va être plus efficace. Il y a des patients aussi qui nous posent la question, qui disent « oui, mais si je rentre dans l'essai clinique, après, je n'aurai pas les autres médicaments standards. » Non, ce n'est pas vrai. En général, si ce n'est pas des médicaments de la même classe thérapeutique, quand l'essai clinique s'arrête, soit parce que vous ne supportez pas le traitement que vous essayez, soit parce qu'il n'est pas efficace, vous avez le droit de revenir au traitement classique. Donc là, il n'y a pas de perte de chance.
Et puis la question qui est quand même assez fréquente, qui disent, si je rentre dans un essai clinique dans un autre centre, mon oncologue, il va m'en vouloir. Vous lui dites pas que je suis venue vous voir. Je dis, bah si, il faut lui dire en fait. Vous avez la liberté d'aller avoir un deuxième avis, vous avez la liberté d'être dans un essai clinique, et c'est pas parce que vous êtes allé voir le professeur Pirga pour rentrer dans un essai clinique, je le vois arriver, là il s'est caché, qu'après vous n'allez pas, et si l'essai clinique s'arrête, vous avez le droit de retourner voir votre oncologue. Vous pouvez aussi de temps en temps rester avec monsieur Pirga, mais bon, ça c'est une autre histoire. Voilà, donc globalement, je pense qu'il faut être très transparent avec son oncologue. En fait, il faut dire les choses, il faut dire, bah, moi je veux savoir ce qu'on peut me proposer, et même moi, oncologue, régulièrement, quand je vois qu'il y a une patiente qui a du mal à adhérer avec ce que je propose, je lui dis, vous avez la liberté d'aller demander un autre avis ailleurs. Pas de problème, soit au sein de notre centre, soit ailleurs, pas de problème. Il faut être plutôt assez, je dirais, détendu avec ça. Est-ce que je peux participer à un essai clinique? Alors, les essais cliniques, il faut savoir s'il y en a un qui correspond à ma situation médicale. Il y a toute une liste de critères pour entrer dans un essai clinique. Souvent, il y a 2 pages de critères, globalement. Il y a des critères biologiques sur la tumeur, les critères en termes de récepteurs. Il y a également par rapport à la localisation des métastases. Il y a des essais cliniques, c'est uniquement pour les patients qui ont les métastases cérébrales. Puis d'autres, le contraire. Si vous avez des métastases cérébrales, vous n'avez pas le droit de rentrer. Ah oui, mais si vous avez que des métastases osseuses, ça ne marche pas. Enfin, il y a tout un tas de critères. Donc parfois, pour les patientes, ce n'est pas forcément très compréhensible. Il faut savoir que nous, quand on écrit un essai clinique, on se pose les questions, pourquoi on met ces questions, et c'est pour que l'essai clinique soit de bonne qualité, et qu'à la fin, on ne réponde pas, en fait, on a passé 5 ans à faire un essai clinique, on ne peut pas en tirer aucune conclusion, parce qu'on n'a pas été assez strict dans nos critères d'inclusion. Il y a également la ligne de traitement, donc il y a des essais qui entre guillemets, se ferme si vous avez déjà reçu trop de traitements. Et c'est ce que j'expliquais. Plus on est loin dans la maladie, plus la probabilité que le traitement fonctionne, parfois ne fonctionne pas. Il y a les contraintes par rapport à son mode de vie. Donc ça, c'est important de bien questionner la personne qui vous présente l'essai sur le nombre de visites, sur la durée de présence à l'hôpital, parce que parfois, c'est pas du tout compatible avec là où vous habitez, si vous habitez très loin, avec vos contraintes familiales ou professionnelles. Les essais cliniques, on vous demande de venir tous les jours, pendant une semaine, une fois par mois, c'est très contraignant. Alors, il y a des gens qui l'acceptent, mais il y a des gens qui ne souhaitent pas le faire. Puis-je participer? Donc, on va regarder, nous, ce qu'on appelle les critères d'inclusion, qui, en général, sont l'âge, le sexe, l'état général. Est-ce que vous êtes suffisamment en forme pour pouvoir tolérer les effets secondaires d'une nouvelle molécule, par exemple? Votre bilan biologique, la taille de votre tumeur, etc. Et puis, il y a les critères de non-inclusion, qui sont les infections, notamment les infections chroniques virales, l'hépatite B, le VIH et l'hépatite C. Et là, il y a quand même un vrai effort d'intégrer de plus en plus les patientes qui ont des maladies virales stabilisées. Là, on a un essai qui va ouvrir d'un gros groupe pharmaceutique qui avant était très strict dans ces critères. Et maintenant, c'est écrit en toutes lettres, si le patient est VIH, mais avec maladie bien contrôlée, pas de souci, vous pouvez mettre le patient. Donc, c'est plutôt rassurant. Également par rapport aux autres maladies. Parfois, les patientes qui ont un problème cardiaque, un problème rénal, une maladie auto-immune préexistante, on ne va pas pouvoir l'inclure dans l'étude, mais ça, c'est par sécurité pour le patient. En fait, ce n'est pas pour vous embêter, c'est juste qu'on ne veut pas qu'il vous arrive des problèmes supplémentaires à votre maladie. Et puis, donc, il y a les localisations des métastases, les traitements que vous recevez en parallèle, ça, c'est pour des problèmes d'interaction médicamenteuse. Il y a des molécules qu'on ne peut pas mettre en même temps dans le corps. Il y a trop de risques d'effets secondaires, et donc les patients ne sont pas inclus. En général, on demande d'avoir une contraception, et ça, les patients ne comprennent pas forcément, notamment pour les femmes plutôt jeunes qui n'ont plus de règles à cause des traitements préalables, et qu'on leur dit qu'il faut quand même avoir une contraception efficace. C'est une terme de sécurité et d'assurance. En fait, si vous aviez une grossesse dans un essai clinique et qu'il y ait une pathologie du fœtus ou de l'enfant à naître, on est responsable. Donc c'est pour ça qu'on vous demande ça. Ça peut paraître parfois un peu déplacé de vous poser la question, mais on est obligé de le faire, et c'est pour ces raisons d'assurance notamment, et de sécurité pour un enfant potentiellement à venir. Et puis les toxicités précédentes, en effet, si vous avez encore des toxicités rémanentes des précédents traitements, on ne peut pas vous inclure parce que le risque, c'est que la nouvelle molécule aggrave ces toxicités, et quand on ne connaît pas bien les nouvelles molécules, on ne veut pas aggraver des toxicités. Pourquoi je ne peux pas participer? Parfois, on vous dit, on nous dit, alors quand notre site internet n'est pas forcément très à jour, moi je veux participer à l'essai clinique, on dit, non, il est fermé. Oui, mais je veux participer. Non, il est fermé. Je dois aller plus vite, c'est ça? On fait signe. Je regarde. Peut-être. Il faut me faire des grands signes.
Et ben, en fait, il y a un nombre fixé de patients qui est inclus dans l'étude. Et pourquoi il y a un nombre fixé? Pourquoi c'est 200 patients et pas 250? Je vais plus vite. Ça, c'est pour des questions statistiques. En fait, l'étude, elle a été conçue avec un nombre défini de patients et on ne peut pas bouger. Et puis, si on laissait trop longtemps ouverts les essais, finalement, on n'arriverait jamais aux conclusions de l'essai. Il y a un coût. Ça coûte extrêmement cher pour faire des essais cliniques. Et plus on met de patients, plus ça coûte cher. Et puis, pourquoi les critères sont si stricts? Il faut des groupes très homogènes pour avoir des résultats purs. Et ce que je vous expliquais, si on a des résultats purs, après, on va pouvoir bien discuter pour arriver aux nouveaux médicaments. Heureusement, il y a des essais de phase 4 qui sont des essais après l'approbation d'un médicament qui sont beaucoup plus larges et on va pouvoir tester chez différentes populations, des patients âgés, des patients, pourquoi pas, qui ont des infections chroniques, etc. Et puis, il y a les données de vie réelle. De plus en plus, on regarde rétrospectivement ce qu'a donné un traitement sur la population générale et on essaie de vérifier que c'est la même chose que dans l'essai clinique. Et tout ça, donc ces critères, c'est pour votre sécurité et ça, j'en ai déjà parlé. Le choix éclairé plus rapidement, donc ce qui est important, c'est que vous êtes libre de participer à un essai et c'est une démarche volontaire, on ne vous obligera jamais à être dans un essai clinique. On se doit de vous donner l'information la plus claire possible et la plus intelligible. Il ne faut pas qu'on parle avec notre jargon de médecin et avec un vocabulaire simple. Si vous ne comprenez pas, je ne comprends pas. Vous dites au médecin, dites-moi autrement. Vous pouvez toujours demander, c'est un bon conseil, quelles sont les alternatives à l'essai clinique. Parce que je pense qu'il y en a d'entre nous, on est tellement motivés de mettre le patient dans l'essai clinique qu'on oublie de dire, si vous participez, il y a ça. Il faut essayer de reposer la question. Vous avez le droit à tout moment de quitter un essai clinique et on ne vous en voudra pas, ça fait partie de votre droit, il faut le savoir. Donc après, il y a les documents obligatoires, je passerai, et puis il y a un délai de réflexion qui est toujours possible. Vous avez le droit de dire, je veux réfléchir, je vais revenir avec un proche ou je reviendrai dans une semaine, dans 3 jours, etc. Alors parfois, il y a des urgences médicales, et ça, c'est à nous de vous le dire, mais en général, vous avez le temps. Ne pas hésiter à se faire accompagner. Et une dernière phrase sur co-construire les essais cliniques avec les patientes, et ça, pour moi, c'est quelque chose dont j'ai vraiment à cœur. C'est quel est le rôle des patientes partenaires et des associations qui sont vos représentantes auprès de nous. D'une part, dès la conception du protocole, on voit à Unicancer, on a intégré des patientes partenaires et des associations dans les essais qu'on propose et qu'on discute, où les objectifs de l'oncologue, ce n'est pas le même objectif que les patientes. Et ça, il faut qu'on le prenne en compte, les modalités, le schéma, le nombre de visites. Récemment, on a discuté d'un essai clinique et on a eu une patiente partenaire qui a dit « Non, mais là, aucune patiente va accepter de revenir aussi souvent à l'hôpital dans cette situation. » On a dit « Ok, on va changer. » Et puis, moi, je verrai l'intérêt, et je vais essayer de pousser à ça, c'est que les associations ou les patients partenaires soient également là dans nos commissions quand on discute quel essai clinique on va prendre dans notre centre. On n'accepte pas tous les essais cliniques qu'on nous propose pour des questions notamment de place et d'activité. Et puis de créer un parcours patient essai clinique, et notamment pour les patients qui habitent plus loin, proposer une première téléconsultation d'information par téléphone ou en visio. C'est plus simple, pas la peine de faire venir une patiente de 200 km pour dire « Ah j'avais pas vu votre bilan cardiaque, vous ne pouvez pas rentrer, au revoir madame ». Essayez de grouper les rendez-vous, parce que souvent les rendez-vous ont lieu tous les jours de la semaine, et ça c'est pas forcément bien. Et pour la patiente, pour sa qualité de vie, regrouper. Et puis les patientes partenaires seraient vraiment là aussi pour accompagner les patientes dans leur choix. Et juste un dernier mot, j'ai fait une petite enquête auprès de mes 31 collègues français qui font de la recherche clinique dans le cancer du sein. Globalement, 73% m'ont dit « on est d'accord, avoir des patients partenaires ou des associations dans notre processus de recherche clinique, c'est une très bonne idée ». Et en pratique, il n'y en a que 23% qui ont les associations avec eux ou les patients partenaires, donc il faut pousser. Merci Aurélie pour le support. Voilà, je passe la parole. Merci Delphine. Alors, on peut se dire, mais qu'est-ce qu'on peut faire, nous, en tant que patients, pour la recherche? Parce que, nos soignants, ils travaillent, ça arrive tout fait, on a des essais cliniques où on n'en a pas d'ailleurs, mais qu'est-ce qu'on peut faire? Eh bien, moi, je vais vous expliquer qu'on peut tous agir. On a tous une possibilité de faire en sorte que l'accès aux traitements innovants soit plus rapide, et en tout cas, on peut y contribuer. Alors, avant de vous dire ça, il faut que je vous dise qui nous sommes. Donc, nous sommes une association qui agit pour la cause des femmes atteintes d'un cancer du sein triple négatif. Alors, elle est toute jeune, cette association. Elle est au niveau national. Et nos 3 missions, c'est faire connaître ce cancer si particulier,
Le cœur de l'association, c'est l'accès au traitement novateur. On voit tout de suite le lien avec la recherche clinique. Et puis, c'est soutenir la recherche. Donc là aussi, on le voit bien. On fait des collectes de fonds dédiées au programme de recherche contre le cancer du sein triple négatif. Donc en fait, si on résume en une phrase notre association, son objectif, c'est de faire avancer la recherche contre le cancer du sein triple négatif et de militer pour le droit d'en bénéficier. Et encore plus simple, agir pour guérir. Voilà, allez, c'est parti, quelques exemples. Le premier point qu'on a fait, alors Delphine, tu l'as souligné tout à l'heure, c'était peut-être l'accès au Trodelvy, puisqu'on a apporté un plaidoyer pour, et on a réussi, grâce à l'aide d'une grande communauté de personnes, à faire en sorte d'être le premier pays européen à bénéficier du sacituzumab govitecan sans limite de dose. Ça, c'était la première action. Mais si on parle de la deuxième, c'est de finalement un programme qui s'appelle Triplet Access. Ce programme, je vais vite parce que j'essaye de rattraper le temps, mais vous levez la main si ça va trop vite. Ce programme part d'un constat. On s'est dit, mais pourquoi la majorité des femmes n'arrivent pas à rentrer dans un essai clinique, moins de 5%? Qu'est-ce qui se passe? On a fait une enquête auprès de différents oncologues, dont certains sont ici, pour savoir ce qui se passait. Puis on a remis le résultat de cette enquête au ministère de la Santé qui s'en est saisi. Cette enquête, qu'est-ce qu'elle disait? Elle faisait ressortir en fait 4 enjeux et priorités majeures. Le premier, c'était qu'il y avait vraiment des inégalités d'accès aux soins sur le territoire, principalement pour le manque d'informations. Tout le monde, quel que soit son centre, n'a pas accès à toutes les informations sur tous les essais cliniques qui peuvent exister sur le territoire. Et puis, on ne connaît pas toujours Delphine pour lui passer un coup de fil pour savoir ce qui se passe à Curie, par exemple. Le deuxième, et ça, Delphine l'a souligné tout à l'heure, c'est qu'il faut changer les mentalités. L'accès aux essais cliniques, l'accès à l'innovation, ce n'est pas la solution de la dernière chance. Loin de là. Au contraire, ça doit être considéré le plus tôt possible dans le parcours de soins. Autre point, et je rejoins encore Delphine, c'est le choix éclairé. Il faut absolument accompagner les patientes pour comprendre ce qu'on leur propose, ce qu'on ne leur propose pas, les contraintes pour qu'elles puissent décider en connaissance de cause. Mais au cœur de tout ça, ce qu'on a pu mettre en évidence, c'est que finalement, entre le moment où on décidait de rechercher un essai clinique et le moment où on rentrait dans un essai clinique, il pouvait se passer entre une semaine, 15 jours et 2 mois. 2 mois, c'est juste absolument impossible quand on a une maladie galopante. Et ça, c'était lié au fait tout simplement qu'on n'avait pas d'outils qui nous permettaient de faire cette recherche de façon efficace. Donc on a créé le programme Triplet Access qui a pour objectif d'améliorer l'accès à l'innovation thérapeutique via les essais cliniques ouverts en France. Donc je vais juste zoomer sur le cœur du dispositif. Le cœur du dispositif, c'est un outil. On a voulu mettre en place une plateforme nationale des essais cliniques simple, fiable, exhaustive, mise à jour en temps réel, bien évidemment à la disposition de nos soignants, mais surtout, et ça c'est nouveau, à disposition des patients. En fait, on a travaillé une interface avec la start-up Clinéo, une interface accessible aux patients dans un langage le plus vulgarisé possible pour que vous toutes, où que vous soyez sur le territoire, vous puissiez regarder s'il existe un essai clinique qui peut-être pourrait vous correspondre. Je dis bien le qui peut-être parce que c'est tellement complexe les critères d'inclusion et d'exclusion, c'est un peut-être qui doit ouvrir la discussion avec votre oncologue. Et c'est vraiment une porte d'ouverture de discussion avec votre oncologue pour voir si vous pouvez aller plus loin. En quelques chiffres, vous êtes à peu près 700 patientes à l'utiliser pour le domaine du cancer du sein. Et si on regarde plus spécifiquement la maladie métastatique, il y a à peu près sur cette plateforme 80 essais qui concernent les femmes atteintes d'un cancer du sein métastatique, dont 25 pour les triplettes. Et on voit une courbe d'utilisation de cette plateforme qui est croissante et vivement croissante. Voilà. Ça, c'est un exemple. Mais on peut aussi agir à d'autres niveaux quand on est patiente. Et je vais zoomer sur 2 sujets. Le premier, c'est que nous aussi, on a décidé de lancer notre propre essai clinique avec le centre Léon Bérard. C'est un essai clinique qui est lancé donc à notre initiative par des patientes atteintes d'un cancer du sein triple négatif métastatique,
qui sont sous sacituzumab govitecan. Et pourquoi on a fait ça? Parce que beaucoup de ces patientes nous faisaient remonter que finalement, il y avait beaucoup plus d'effets secondaires qu'on voulait bien le dire, et qu'en tout cas, ces effets secondaires n'étaient pas pris en compte ou pas considérés. Elles avaient l'impression de ne pas être entendues, et de ce fait-là, pas accompagnées dans leur prise en charge sur ces effets secondaires. Donc ce qu'on va faire avec le centre de Léon Bérard et avec des chercheurs aussi de l'INSERM, c'est d'évaluer différemment, mais aussi plus globalement, tout ce que peut engendrer la prise de ce traitement en termes de qualité de vie perçue par les patientes. Donc ce seront des entretiens qualitatifs et semi-directifs qui auront pour objectif d'améliorer cette situation. Voilà, ça c'est un exemple concret de ce qu'on peut faire et de ce qu'on peut engager, nous, en tant que patientes, pour répondre à nos besoins. Et le deuxième sujet, donc là je fais un appel à la communauté. Vous avez tous des soignants, il y a même des soignants qui sont dans la salle, donc c'est une information à diffuser le plus largement possible. Nous allons lancer le prix Triplette Rose. C'est-à-dire que vous avez compris, nous, notre principale préoccupation, c'est l'accès à l'innovation thérapeutique, c'est de faire bouger la recherche, parce que demain, on ne veut pas que le cancer du sein triple négatif soit considéré comme peut-être le plus agressif et le plus difficile à soigner. Non, on veut être comme tout le monde, on veut pouvoir en guérir. En situation métastatique, j'insiste, en situation stade précoce, on en guérit très bien et tout va bien. Donc notre objectif, c'est d'accélérer la recherche pour lutter contre le cancer du sein triple négatif en soutenant des jeunes chercheurs ou des initiatives innovantes. C'est 60 000 € de dotation qui seront répartis en 3 prix. Le prix de l'innovation, le prix de l'égalité des chances et le prix coup de cœur. Donc allez, chers chercheurs, appel à vos candidatures, vous avez jusqu'au 30 novembre et la remise des prix se fera dans ces locaux, enfin juste à côté, en tout cas dans les locaux de l'Institut Curie, et ça se tiendra le 8 février. Voilà. Donc je voulais juste terminer en remerciant encore l'Institut Curie de nous accueillir aujourd'hui. Et puis moi j'ai une émotion particulière à être ici. Presque l'impression d'être un petit peu à la maison, mais pas tout à fait quand même, puisque j'ai la chance d'être suivie dans cette belle maison. Voilà. Merci à tous. Merci beaucoup pour toutes ces informations. Bravo pour toutes ces informations sur la recherche clinique. Et puis, je crois que le collectif Triplette Rose a réveillé un petit peu beaucoup de monde en allant bousculer et faire bouger les lignes pour les cancers du sein triple négatif. Donc, un bravo appuyé à tout votre travail des triplettes. Et il faut souligner que ce besoin de recherche clinique, il est aussi extrêmement crucial pour les autres formes de cancer du sein métastatique, et que donc depuis plusieurs mois maintenant, plus d'un an maintenant, notamment Clinéo est ouvert à tous les cancers du sein, donc un peu partout en France. Ça permet effectivement de regarder ce qu'on peut trouver dans sa situation. Je pense que c'est tout à fait ce que tu as souligné, en parler avec son oncologue. Et ainsi, j'allais dire, faciliter la discussion sur l'entrée dans un essai. Et sur notre réseau, je pense qu'on souligne aussi l'importance de ce que vous avez souligné, Delphine. C'est, en fait, il faut quand même réfléchir à des temps où on n'est pas trop stressé à la recherche clinique, parce que finalement, c'est à un moment toujours hyper difficile qu'on va nous proposer un essai. C'est un moment où on échappe au traitement d'avant, soit on a la récidive de la maladie, donc on apprend la maladie métastatique, soit en fait le traitement qu'on avait ne marche plus. Et ça, c'est toujours une mauvaise nouvelle. Et quand on vous dit, tiens, et si vous rentriez dans un essai, là, on n'est pas forcément dans la capacité de se poser bien toutes les questions. Donc c'est intéressant de se renseigner quand ça va bien, ou quand on a un traitement qui est assez stable, pour en fait être prêt. Puisque tu l'as souligné, on ne peut pas rentrer si on a déjà démarré, par exemple, une chimio. Donc c'est au moment des changements de ligne que cette question va pouvoir être réactivée avec l'équipe. Mais c'est pas mal de l'anticiper. S'il y a une ou deux questions dans la salle, et puis je crois qu'en ligne, on n'en avait pas, mais on surveille. Moi, je vous pose une question. Vous avez parlé de Vous avez parlé de l'inégalité des possibilités de se faire soigner selon le lieu où on habite. Alors, je vois que pour accéder à votre plateforme Clinéo semble vraiment très efficace. Mais comment savoir que c'est sur Clinéo, quand on est en province, très isolé, que votre
thérapeutes ne vous proposent pas d'essais thérapeutiques, quelle est la façon d'y accéder? Alors, est-ce qu'il n'y a pas une façon plus générale, par exemple, sur le site, où on aurait spontanément tendance à aller, comme l'INCA ou je ne sais pas? Oui. Alors, nous, on essaie de communiquer effectivement sur nos réseaux sociaux. Il y a plusieurs communications aussi à d'autres niveaux. Mais c'est vrai qu'au-delà de communiquer sur nos réseaux sociaux et à notre communauté, c'est un peu compliqué, effectivement, hein, je vous l'accorde. Hein. Ouais. Mais en tout cas, c'est une start-up qui a développé donc une interface pour consulter les essais cliniques. Et du coup, c'est une application disponible à tout le monde, où qu'on soit, à partir du moment où on a une connexion Wi-Fi, enfin une connexion Internet, pardon. Oui, oui, absolument. Bah, Clinéo.fr, mais voilà. Dans les associations, on en parle aussi. Ouais. Des différents cycles. Et je crois qu'Anne a une information à partager aussi. Oui, en fait, je profite justement qu'on parle. Je profite qu'on parle justement des essais cliniques pour dire que le mois prochain, l'EORTC, l'Organisation européenne de recherche sur le traitement du cancer, va mettre à disposition pour les patients une application sur laquelle ils vont pouvoir trouver tous les essais cliniques qui ont lieu au niveau international. Et évidemment, Curie est en lien avec l'EORTC. Il y aura aussi des questionnaires de qualité de vie où les patients pourront suivre leur état psychologique, physique, et en témoigner. Et donc, s'ils accèdent à cette appli, pourront discuter avec leur médecin de leurs symptômes, mais aussi des possibilités qui existent en termes d'essais cliniques. Et donc, ce sera disponible le mois prochain. Oui, on est vraiment hyper sensible, surtout en situation métastatique et sur des traitements au long cours, à revoir un peu les questionnaires existants et avoir une approche beaucoup plus globale, en fait, du vécu avec la maladie et de la qualité de vie. Donc, c'est ce qu'on va travailler dans l'étude clinique. On le fait sous l'angle du traitement qui s'appelle le sacituzumab govitecan, mais c'est bien évidemment transposable à tout traitement au long cours, en fait. Juste pour information, il suffit donc pour se renseigner de taper sur Google essai clinique cancer du sein et on tombe directement sur Clinéo. Donc je pense que c'est ce que les gens qui s'intéressent aux essais vont faire sans taper cancer du sein métastatique et tout ça. Il suffit de mettre ces 4 mots et on tombe dessus. Alors, merci pour ce test en live. Merci beaucoup. Et juste par rapport à ça, je pense que c'est aussi important de voir qu'il y a différents sites, j'allais dire, reconnus au niveau international, comme clinical.gov. Il y a en fait il y a l'INCA, bien sûr. Il y a aussi les centres de soins. En fait, je crois qu'il faut aussi rappeler que c'est normal que la recherche clinique, elle ne se fasse pas dans tous les établissements. C'est-à-dire que la recherche clinique, d'ailleurs, il y a différents degrés d'essais, et notamment les essais de phase précoce, ils sont forcément dans des centres spécialisés. Donc, c'est pas qu'on ne veut pas en mettre partout dans toute la France, dans tous les villages de France, c'est juste que ce n'est pas possible. Et donc, il y a aussi, généralement, les grands établissements qui font de la recherche clinique, et notamment de la recherche clinique en essais précoces, ont aussi des pages dédiées à la recherche, avec généralement une présentation des essais en cours. Mais on voit bien qu'en fait, ça fait des choses assez multiples. Donc, notamment à travers différentes associations de patients. Je pense aussi à Europadona qui fait son colloque. Il y a aussi un site qui a des liens particuliers, nous sur Mon Réseau Cancer des Seins, etc. On va, soit à travers des webinaires, des rencontres, des colloques, et puis nos dossiers d'information, essayer de tracer les différents sites auxquels on peut s'adresser. Mais c'est vrai que je crois que ce qu'on peut souligner dans cette appli qui fonctionne maintenant vraiment bien et pour tous les types de cancer du sein, c'est cette idée d'avoir une interface patient simplifiée. Ça ne veut pas dire que si j'ai trouvé quelque chose, automatiquement j'ai une place et c'est possible pour moi, mais ça permet de faciliter l'échange. Et je crois qu'on a bien vu, avec tout à l'heure dans votre intervention, en fait, parfois, si on n'ose pas toujours poser les questions, ça donne un support pour aller échanger avec son oncologue. Et nous, on a beaucoup de patientes, on a plus de 70% des utilisateurs sur nos réseaux qui sont à la campagne dans des petites villes. Donc en fait, l'enjeu, c'est effectivement quand est-ce que je fais quelques kilomètres pour me soigner autrement. Et donc ça se discute au niveau logistique, mais aussi il faut rassurer sur le fait que c'est pas triste, entre guillemets, pour mon oncologue local, qui va idéalement rester en lien avec l'équipe qui fait de la recherche, et puis que éventuellement, quand cet essai sera terminé, je pourrai être réaccueillie, bien sûr, en proximité. Il y a parfois même des suivis qui peuvent se faire en combinaison avec l'équipe locale. Donc c'est tout ça qui peut se discuter. Donc merci beaucoup.